avec notre ami François ici présent qui depuis ce matin nous gâte de ses illustrations. Nous allons faire un petit résumé de la matinée. Bonjour à tous, merci Harry pour ton introduction. Enchanté, je m'appelle François Boissel. Je fais un métier qui s'appelle la facilitation graphique. Est-ce que ça parle rapidement à plusieurs d'entre vous? Peut-être à main levée. Hop, super. Avec le café, je sens les mains énergétiques. Mais rapidement, effectivement, vous m'avez vu sur l'écran situé sur la gauche. J'ai fait une capture visuelle. L'idée, c'est d'accompagner les messages clés, en tout cas sur la première heure qui est passée ce matin. Donc rapidement, moi je vais vous donner une lecture des visuels. On a parlé de beaucoup de réemploi. Et effectivement, on a vu la part du bâtiment qui était quand même responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et de se dire qu'il y a des enjeux, en tout cas en termes de coopération, de travailler ensemble sur la question du réemploi. Donc ça, c'était effectivement... Il y a des enjeux politiques par rapport en tout cas à des exigences réglementaires. Besoin effectivement de coopération, en tout cas sur un maillage territorial et sur un côté besoin de formation, en tout cas d'avoir des assistants à la maîtrise d'ouvrage opérant sur ces questions-là, justement pour avoir des conseils. Je pense que dans la table ronde, on va pouvoir, d'une manière plus opérante sur le territoire, approfondir ces notions-là. Et puis il y a la question de se dire, il y a une petite France là-haut qui est de se dire, oui, on aura peut-être des bâtiments moches. Aujourd'hui, en tout cas, on a un côté standardisation des bâtiments. Je pense que quand on va partout en France, on se dit que les nouveaux bâtiments se ressemblent tous les uns aux autres. Et on n'a plus cette singularité architecturale qu'on pouvait avoir. Donc peut-être qu'avec le remploi, on pourra avoir des choses plus identifiables. Rapidement, on a Séraphin qui est venu nous parler du club du réemploi. Donc, en tout cas, lié à ces enjeux, d'avoir un outil pour vous en tant qu'acteur pour vous positionner si vous avez différentes questions ou en tout cas en termes de coopération. Il y a un réseau, une cartographie. Vous pouvez identifier les partenaires, identifier aussi des outils. Tout ça, ça va vous permettre d'optimiser vos process. Et puis, on va revenir de manière un peu plus large sur peut-être global. Ce qu'on voit avec la grosse feuille au centre, c'est de se dire ce que nous a présenté tout à l'heure Clara Simet en termes de biomasse mondiale, donc ce qu'a produit la nature jusqu'à aujourd'hui, donc sur des cycles de milliards d'années. On arrive en termes de gigatonnes, c'est des chiffres intéressants que je me suis permis de noter. 1120 gigatonnes produites de biomasse mondiale. Donc voilà, c'est ce sur quoi nous, on a les pieds posés. Et l'activité humaine en 2020, la masse donc, humaine produite, donc nos activités, on a dépassé ce chiffre, on est à 1154 gigatonnes. On l'a vu tout à l'heure dans la slide d'introduction, le bâtiment, le secteur du BTP est impactant pour bâtir nos villes. On se sert de l'extraction, donc de manière sans doute outrancière, pour faire du béton, utiliser des briques, etc., pour bâtir nos villes, nos infrastructures, les routes. Tout ça, ça a un impact. En haut, quand on voit avec le CO2 sur déjà le réchauffement climatique, le réchauffement aussi urbain, ça pose la question des îlots de fraîcheur, l'impact sur les écosystèmes, notamment sur un côté, et d'où la question du réemploi, c'est qu'on est sur de la création de bâtiments jetables, qui va avoir un impact en termes de pollution, d'où le besoin d'appui politique à l'échelle territoriale de coopération pour travailler la question du réemploi avec cette spirale verte. On est dans la valorisation, dans le recyclage, dans la réutilisation. Donc ça nous permet d'être dans la petite bulle verte qui finit cette flèche-là, la conservation, la réparation, la réduction. Donc en termes d'impact, on est dans quelque chose de cyclique. Et si on voit le cercle rouge, on est dans une économie circulaire et locale. Donc ça demande aussi de garder et de conserver des pratiques, des savoir-faire. Ça amène aussi des enjeux sociétaux, culturels, et de rappeler que la ville, elle est à tout le monde et qu'on a sans doute, par le passé, eu des biais architecturaux de construire plutôt par la vision des architectes. On a quand même des usages à définir et des choses à construire. Donc la ville, elle est à tout le monde, d'où l'intérêt aussi, dans ces notions de coopération, d'ouvrir les chantiers, d'ouvrir des visites pour faire comprendre ces enjeux-là et de refaire des choses. On avait les très belles photos présentées par Clara qui était avec nous. Donc voilà en tout cas pour ces 3 temps forts ce matin. Harry, qu'est-ce qui va nous arriver? Merci mon cher François. Donc je te laisse reprendre ton crayon, ta tablette pour la suite des événements. La table ronde, je l'ai annoncé avec Alexandre Mottefinois, directrice des bâtiments au Conseil général du Calvados, que j'invite à nous rejoindre sous vos applaudissements. Valentin Blanlot,
Assistant à maître d'ouvrage, vous vous installez. Voilà, vous faites comme chez vous. Peut-être, oui, faites comme chez vous. Voilà. Ensuite, Alexandre Collibaud, un directeur des services techniques de Manche Habitat. On applaudit également. Et Hubert Bouteloup, architecte, à 40 ans, Les Marais. Nous avons avec Hubert un goût prononcé pour les lunettes originales, apparemment. Bien, bonjour à tous les quatre. Eh bien, avec vous, on va rentrer dans des exemples concrets. Déjà, avec Clara, elle nous a montré quelques réalisations, des exemples de ce qu'elle pouvait produire. Là, eh bien, ce sont des exemples dans notre région, dans les départements normands. Et on va voir cela déjà avec vous, Maude, et puis Valentin. Vous êtes engagé, Maude, dans une démarche de réemploi. Et cette démarche, elle a commencé par des déconstructions. Oui, alors je pense que comme beaucoup de maîtres d'ouvrage, on s'y est engagé un peu à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire un peu par hasard. C'est aujourd'hui, Valentin est là, Frédéric est là aussi, mais c'est à l'époque le WIP qui est venu taper à la porte. Voilà, ils se mettaient en place, on avait un chantier, ils sont venus taper à la porte en nous demandant si on n'avait pas des choses à leur donner et si on n'avait pas une réflexion. Donc voilà, c'est parti comme ça, cette histoire. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure et au fur et à mesure, on s'est un peu mis en ordre de marche de manière un petit peu plus organisée, on va dire ça. Et puis la réglementation nous a rattrapés. Et effectivement, on a eu quelques chantiers. Et celui dont on va vous parler conjointement, notamment, c'est fermeture d'un collège chez nous, le collège de Port-en-Bessin, déconstruction du site parce qu'il fallait bien trouver une nouvelle vie à ce site fermé. Et une fois qu'on a déconstruit, qu'est-ce qu'on fait des matériaux et pour le coup, voilà, on a essayé de trouver des issues soit chez nous, soit ailleurs. D'accord. Donc, initialement, si je comprends bien, cette démarche, elle a été initiée quelque part par une rencontre avec le plateau circulaire et par la législation, c'est ça ? Alors, je dirais, on a parlé d'histoire de territoire, et moi, je dirais que c'est beaucoup une histoire humaine. Au démarrage sur le réemploi, c'est beaucoup une histoire de réseau, de connaissances. Effectivement, la réglementation aujourd'hui vient nous impacter, donc je pense qu'on va tous y aller. Avec joie et bonheur, plus ou moins avec le sourire forcé et contraint. Mais en tout cas, au démarrage, pour ceux qui se sont lancés de manière peut-être un peu plus... il y a plusieurs années où c'était encore au balbutiement, c'est beaucoup une histoire de rencontre. Oui. Pourquoi vous avez fait appel à Valentin et pas à quelqu'un d'autre ? Alors déjà... Pour son joli sourire, ses yeux... Au démarrage, quand on a commencé à travailler, c'était effectivement une question de relation. Et puis, on a commencé à passer des marchés aussi, parce qu'il y a un moment, même si on est une grosse collectivité, on a quelques contraintes réglementaires, comme tout à chacun. Et puis, sur les premiers marchés, Valentin s'est positionné. Son offre était qualitative, c'est celle qu'on a retenue. Quand vous dites son offre était qualitative, ça veut dire quoi ? Une question d'AMO, la première chose, c'est que déjà, peut-être qu'il faut avoir en tête, c'est que le réemploi, c'est pas notre métier. Nous, on est en maîtrise d'ouvrage, on arrive dans une technicité qui nous dépasse, et puis on n'a pas le temps aussi, très clairement. Il y a un moment, on n'a pas le temps de s'occuper de cette partie-là, et donc on va chercher des gens dont c'est la spécialité, donc on leur demande effectivement de nous démontrer, entre guillemets, sur le papier, alors le papier refuse pas l'encre, mais leur capacité à faire, à la fois sur le fait de nous accompagner, sur leur capacité aussi d'être force de proposition sur les filières de sortie du réemploi, puisque c'est vrai que l'idée, c'est toujours mieux quand c'est réemployé chez nous, mais c'est pas toujours possible. Donc, une fois qu'on a les matériaux, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là aussi la plus-value de l'AMO, c'est cet accompagnement sur tout le long, du début, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie. Valentin, vous êtes assistant maître d'ouvrage, ok, bonjour, rebonjour. J'imagine que le réemploi, ce n'est pas l'essentiel de votre métier. Alors, comment vous y êtes arrivé ? Alors aujourd'hui, oui, c'est l'essentiel de mon métier, c'est mon quotidien. Comment j'y suis arrivé ? Par ma formation, plutôt gestion des déchets et des pollutions, et par intérêt et au travers du bâtiment, surtout à l'architecture. Par
Histoire familiale, c'est vrai que ça a toujours été une pratique dans ma famille, le réemploi. Le réemploi. Comme beaucoup, j'imagine. Mmh. Et aujourd'hui, oui, c'est mon quotidien. Mon quotidien, si je peux le résumer, c'est d'accompagner finalement les maîtres d'ouvrage dans vraiment ce changement de pratique. Et effectivement, d'arriver à des solutions concrètes de réemploi. Donc là, l'exemple cité par Maud, c'est effectivement dans le cadre d'une déconstruction. On est sur un bâtiment qui était... dont il y avait des matériaux qui étaient encore en bon état, comme l'ardoise, comme des dalles, comme des bois de charpente. On savait que c'était une déconstruction et qu'il n'y avait pas d'autre alternative. L'idée, c'était de trouver effectivement des chantiers qui étaient en capacité de recevoir ces quantités qui sont relativement importantes. Et le chantier, ça a été une gendarmerie. Et le premier réflexe a été de rechercher en fait, dans les chantiers de la maîtrise d'ouvrage, parce que finalement, c'est là où déjà il y a une forme de logique, c'est-à-dire que moi, si on me demande juste d'aller trouver des repreneurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le maître d'ouvrage, il change sa pratique, et c'est-à-dire qu'il va intégrer ses matériaux. Et qu'il a une vision, en fait. Effectivement, on va au bout de la démarche. Parfois, il n'y a pas de solution en interne, donc on va essayer de chercher des solutions chez les partenaires territoriaux ou d'autres. Mais effectivement, là, les ardoises, elles ont été réemployées. Donc oui, sur la gendarmerie qui a été reconstruite, construite, ce sont les ardoises de collège qui ont été utilisées. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Comment vous avez décidé que ces ardoises étaient réutilisables ? Il y a un outil qui s'appelle le diagnostic qui nous permet déjà de qualifier ces matériaux. Diagnostic PEMD, voilà, produits, tout à fait. Équipements, matériaux, déchets. Tout à fait. Donc ça c'est un outil qui nous permet de donner un premier avis. Ensuite, on a retracé aussi l'historique de cette matière, là, des ardoises. Et on a également demandé l'avis de l'entreprise, de l'entreprise de couverture qui allait les remettre en œuvre dans le chantier de la gendarmerie. Et c'est des informations qui ont aussi été communiquées au bureau de contrôle et aux assureurs pour s'assurer que l'intégration, que ça soit d'un point de vue technique ou juridique, soit encadré et soit possible. Maud, vous me disiez quand on a préparé ce moment que c'était pas aussi simple que ça de trouver des architectes ou des entreprises qui soient engagées dans le réemploi. Non, c'est pas si facile. Alors là, on a des exemples. Je pense que les gens qui viennent témoigner aujourd'hui sont presque des militants, ou en tout cas sont convaincus. Donc on a l'impression que c'est une généralité. C'est pas tout à fait le cas. On a des gens qui sont, j'ai envie de dire, c'est comme l'ensemble de la population. On a des gens qui sont sensibilisés, on a des gens qui sont curieux, et puis on a des gens que ça enquiquine parce que très clairement, c'est une contrainte complémentaire. C'est une adaptation des pratiques qui historiquement se mettaient en place. Donc ça bouscule un petit peu les habitudes. Et puis ça arrive pas toujours au bon moment. Par exemple, là, on parle des ardoises qui sont parties sur la gendarmerie de Condé. En fait, c'était pas prévu au démarrage. C'est qu'on a déconstruit et en même temps, on avait ce chantier-là. Et à un moment, on s'est dit, ça serait trop bête de pas le faire. Et l'archi nous a suivis, mais on était déjà en cours d'analyse d'études avec lui. On lui avait jamais dit qu'on amènerait des matériaux de réemploi. Donc, il s'est adapté, il a été oui, ça a été, il n'a pas vécu... bien passé, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus difficile. Et pour ceux qui peuvent éventuellement se poser la question, en fait, on l'a intégré dès la consultation des entreprises et du couvreur. On a fait une option dans notre marché public en disant, voilà, on vous fournira, chiffrez-nous, on l'active ou on l'active pas. Et finalement, on l'a activé, ça s'est très bien passé et c'était plutôt une belle réussite. Et peut-être pour faire le lien juste avec la partie politique, c'est quelque chose dont les élus sont plutôt assez friands. On a fait une première pierre, là on va faire l'inauguration. Je sais que le président, c'est quelque chose dont il parle systématiquement. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu marqueur aujourd'hui et qui en termes du coup, c'est vrai que c'est un coût financier, mais c'est un gain en termes d'image, on peut le dire comme ça. Alexandre, est-ce que vous partagez l'avis de Maud sur la difficulté peut-être de trouver des architectes, enfin vous avez trouvé Hubert, mais des architectes ou des entreprises qui sont engagés dans cette démarche? Alors pour trouver, certains architectes sont spécialisés dans ce type d'opération. Hubert Bouteloup en fait
cette expérience-là dans des opérations de réemploi de matériaux et d'acquisition, d'amélioration dans le type d'opération qu'on fait. On en fait systématiquement ce type d'opération. Hubert Bouteloup travaille régulièrement pour nous pour ces opérations-là. Après, trouver des entreprises, effectivement, c'est un peu plus compliqué. On a prévu des clauses particulières dans le cahier des charges. Ça a amené quelques réflexions, questions auprès des entreprises, mais globalement, on a réussi à trouver des entreprises locales en capacité de faire du réemploi. Hubert, justement, cette question, la difficulté de trouver des entreprises, comment vous voyez cette... Bonjour. Alors moi, ça fait peut-être 25 ans que je fais du réemploi, peut-être même un peu plus. En fait, j'ai commencé il y a longtemps à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, où il y a un patrimoine énorme. Et on était venu me chercher et j'avais commencé par faire le tour de l'abbaye parce que j'avais trouvé qu'il y avait des bâtiments désaffectés avec des matériaux, des mobiliers qui étaient très très bien conservés. Et donc en fait, sur ce projet-là, j'ai travaillé avec des artisans qu'on retrouve en fait sur les projets de Manche Habitat, notamment des menuisiers, carreleurs, maçons. Et donc me connaissent aussi Manche Habitat, mais sur ces opérations-là, on arrive vraiment à obtenir un petit peu ce qu'on veut. Très bien. Je voudrais donner quand même la parole à Muriel Loriot-Pontieux, Pontieux, qui est au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Normandie. Pour revenir sur cette question que soulevait Maud, la difficulté peut-être de trouver des architectes ou des entreprises qui sont engagés dans cette démarche. Alors les architectes ne sont pas intéressés, enfin monsieur... Ils ne sont pas intéressés, il ne faut pas dire ça. Déjà, je suis la preuve qu'on s'intéresse à cette pratique. J'essaye de la pratiquer. Je dis j'essaye parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les marchés, ils ne sont pas florissants, hein, les marchés quand même. On en a. Il y a surtout aussi des concours pour lesquels on répond avec ce volet réemploi. Et puis, on commence à voir ça dans les appels d'offres. Est-ce que c'est de l'initiative des réglementations successives qui font que, voilà, on voit ça apparaître. Et puis, il faut dire qu'on a aussi... je pense, une conscience aussi. En tout cas, il y a un engagement sociétal des architectes sur le sujet, qu'il soit de l'ordre des architectes du national ou en région. On fait aussi des actions territoriales pour porter cette démarche. Je dirais qu'à l'origine, et ça fait déjà quelques années, on a travaillé, et c'est aussi pour ça qu'on est reconnu comme acteur et qu'on est ici aujourd'hui, on a travaillé avec l'ADEME et donc la région pour mettre en place une formation au fur et à mesure. Valentin pourrait en parler puisqu'il est acteur et formateur des architectes. Ouais. Donc, on a initié formation spécialisée donc, dans cette question du réemploi. Sur la question du réemploi. Donc, en fait, au départ, il y a eu une formation test et puis on a vu qu'il y avait un intérêt croissant sur le sujet et qu'on s'était retrouvé avec je ne sais pas combien de participants et qu'en fait, on n'avait pas de quoi les former correctement de cette manière. Donc on a réitéré ça une deuxième année on a donc travaillé avec les organismes de formation et des acteurs comme Valentin pour mettre ça en place. Et puis là, dernièrement, on a une demande et on a demandé aussi à Valentin de démultiplier les formations pour que les architectes puissent avoir... parce qu'en fait, c'est ça aussi le sujet. S'il n'y a pas de formation, les architectes ne vont pas pouvoir se former et répondre aux appels d'offres. Mais c'est pareil, il faut des appels d'offres pour créer un intérêt économique aussi. D'accord. Donc ce que j'entends dans votre propos, puisque vous avez dit les marchés ne sont pas florissants, en tout cas il n'y en a peut-être pas autant que vous souhaiteriez, ça veut donc dire qu'il y a peut-être un élan qui devrait être donné par des maîtres d'ouvrage comme le département, la région, l'État. Oui, je pense qu'ils sont déjà présents. Après, il faut le trouver sur d'autres acteurs, d'autres maîtres d'ouvrage, et que ça devienne une pratique généralisée. Ouais, privée, et puis on continue aussi sur les maîtres d'ouvrage publics. Valentin, vous vouliez intervenir. C'est vrai que l'effort de communication, de sensibilisation, quel que soit
le projet, son ampleur ou les résultats qu'on peut atteindre au niveau du réemploi, ils sont importants parce que même à l'échelle d'un maître d'ouvrage, on va faire une opération avec une équipe en interne, avec un maître d'œuvre. Et cette expérience, il faut qu'elle soit partagée aux autres équipes, parce que tout le monde finalement a besoin de faire sa propre expérience du réemploi. C'est pas parce qu'on a fait une fois du réemploi sur un projet avec un maître d'ouvrage que ça va être une pratique systématique. Ça prend le temps et tout le monde a besoin de faire sa propre expérience, de tâtonner aussi. Et c'est vrai qu'avec le département, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs opérations et je vois bien qu'il y a des réflexes qui se mettent en place des deux côtés. L'écran, là, c'est une réhabilitation de bureau où il y a un taux de réemploi sur site qui est important. Là, le département, quand il lance l'opération, enfin la réflexion, ils identifient tout de suite le potentiel de réemploi en fait. Ils se disent c'est important que pour cette opération, on traite le sujet du réemploi parce qu'on est déjà sensibilisé et là on considère qu'il y a quelque chose à faire. Merci Hubert et Alexandre. Vous, c'est un autre projet que vous avez développé. C'est donc avec Manche Habitat, vous avez réhabilité un hôtel particulier. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous rappeler ce projet, Alexandre, au départ? Alors, le projet est en cours là, de réalisation. L'hôtel, il appartenait à la commune de Carentan. C'est un hôtel qui date du XVIIIe siècle, qui avait été transformé en clinique en 1930, qui a servi pendant la guerre aussi d'infirmerie, et qui servait encore il y a quelques années au rez-de-chaussée comme cabinet médical. Il y a la polyclinique qui est située derrière. Donc la commune de Carentan nous a proposé d'en faire l'acquisition, ce qu'on a fait, et au moment où on a fait l'acquisition, il y avait l'appel à candidature qui était lancé par la région pour l'économie circulaire. Oui, parce que vous avez fait partie des 10 lauréats, voilà. des maîtres d'ouvrage accompagnés par la région. C'est ça. Donc on avait mis ce projet-là dans l'appel à candidature. Et on trouvait que voilà, c'est un beau bâtiment. C'était dommage de le laisser. Voilà, il y avait des matériaux intéressants dedans à conserver. Donc on a lancé un appel à candidature aussi pour désigner un maître d'œuvre qui avait des expériences en opération d'acquisition-amélioration. Donc Hubert Bouteloup a été retenu pour faire ce projet-là. Alors ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez retenu Hubert pour une raison bien précise, c'est qu'il est allé sur place. Voilà, il avait fait un travail, dans son mémoire technique qu'il avait remis à l'appel d'offres. Effectivement, il avait fait un gros travail de préparation et voilà ce qui a valorisé son travail. Pour le réemploi en fait, qu'on a trouvé très intéressant en fait dans ce projet-là. Ce travail de préparation, Hubert, en quoi consistait-il? Parce que ce travail de préparation, c'était donc on avait un programme de réhabilité pour faire des logements. Donc l'idée, c'était de savoir. Enfin, moi, je trouvais que le bâtiment avait un intérêt de conserver ce qu'on pouvait conserver pour trouver donc c'était une analyse technique. Alors ce qu'il faut se dire simplement sur cette opération, il y avait déjà eu un PEMD qui avait été fait. Donc j'ai pris le PEMD, mais je l'ai revu un petit peu. Alors je vais peut-être faire un petit aparté pour les AMO. Ce qui serait bien, c'est quand il y a des PEMD, c'est d'inclure des architectes, puisque le réemploi des matériaux, il faut la connaissance et de voir, parce que moi j'ai vu dans des PMD où on avait l'impression que tout pouvait être récupéré, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je prends l'exemple des portes. Dans le PMD, on mettait les portes, les bâtis de portes, mais les bâtis de portes, quand on a fait travailler sur les matériaux de récupération, on ne pouvait pas les récupérer. Pourquoi? Parce que déjà, c'était des vieux bâtiments, 2, ils étaient abîmés. Il y avait d'autres matériaux qui, soi-disant, pouvaient être récupérés, en fait, ne pouvaient pas l'être, enfin, pour différentes raisons, soit réglementaires, soit simplement de conservation. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Justement, donc, dans le diagnostic, j'avais fait un premier sondage de ce qu'on pouvait récupérer. Alors, les choses les plus simples, pas si évidentes que ça non plus. On avait des très beaux parquets, des radiateurs fontes, comme ça se fait classiquement. En fait, on est d'abord allé sur les matériaux où ça posait pas trop de problèmes d'un point de vue réglementation.
Et donc après, quand on a été retenu sur le projet, on a refait un diagnostic complet. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des portes, aucune porte n'est de même dimension. Donc il faut quand même pouvoir les réintroduire sur le projet. Donc ça veut dire qu'on a fait tout un repérage, numéroté toutes les portes, regarder quelles pouvaient être récupérées, d'autres, celles qui ne pouvaient pas l'être. Et sur le plan projet, on a toutes numéroté les portes. Donc on a fait un cahier avec les portes. Donc en fait, ça demande un travail conséquent si on veut vraiment réemployer les matériaux. Même chose pour la pierre qu'on va retailler pour refaire, voilà. On a trouvé de la marqueterie, enfin bon, différentes choses. Et tout ce travail en amont vous permet à vous, architecte, d'envisager peut-être aussi la dimension esthétique, Oui, tout à fait. de tout préparer de manière à gagner du temps ensuite? Alors, c'est pas gagner du temps, parce que sur ce genre de projet, économiquement, c'est pas rentable, si je peux me permettre. Oui, on va aborder la question économique ça, tout à l'heure. autre chose. Sur des marchés privés, comme à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, où j'avais vraiment tout mon temps, où je pouvais travailler en toute confiance, bon, en étant raisonnable, là, je retrouvais un peu un équilibre. Sur cette opération, c'est compliqué parce qu'il faut refaire les plans plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple. Donc, on a les plans de l'existant, on a les plans projets qu'on fait l'appel d'offres. Mais une fois qu'on a déconstruit certaines choses, on reprend toutes des cotes parce qu'en fait, on a des variations de quelques 5-10 cm qui sont très importantes puisqu'on réutilise des matériaux qu'il faut pouvoir remettre, entre autres. Et puis, donc, on fait les plans peut-être 3 fois, 4 fois, les plans, ce qu'on appelle les plans chantiers. Donc ça passe beaucoup de temps. Et puis, c'est aussi un travail intéressant avec les entreprises. Enfin, voilà. Donc, alors, c'est vrai que les entreprises qui ont été retenues sur ce projet, c'est des entreprises, pour la plupart, où certaines ont encore des menuisiers, donc des vrais carreleurs. On a de la chance qu'ils ont bien voulu répondre, parce que ce n'est pas forcément évident pour les entreprises. C'est beaucoup moins simple, puisqu'il faut trier, stocker. Je prends l'exemple du parquet. Donc le menuisier l'a emmené chez lui. Mais en fait, sur les parquets, avant de proposer de récupérer les parquets, j'ai fait démonter des parquets pour voir si c'était possible. Ouais. Pour d'autres choses, enfin, et ainsi de suite. Donc en fait, on a fait des tests d'abord. Il s'avérait que c'est pas si évident que ça, parce que je l'avais déjà fait, je le savais. Donc sur ces matériaux, enfin, on va peut-être en parler après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en fait, ce qu'on va récupérer, par exemple, sur les parquets, on va peut-être récupérer que 50%. Ce serait, si on récupère 50%, ce sera déjà très bien. Okay. Très bien. Parce que, en fait, un parquet, c'est simplement les parquets sont cloutés, le chêne est très vieux, on a plusieurs variétés de bois qu'on conserve, mais les bois sont secs et vieux, donc les clous sont dedans, donc quand on enlève, on a du mal à enlever les clous. Donc en fait, sur des matériaux qui ont vécu depuis très longtemps, qui ont subi des charges, pour les reprendre, c'est très compliqué. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai que dans le PEMD, on avait l'impression qu'on pouvait tout récupérer, ce qui est faux, enfin ce qu'il faut. La mise en œuvre pas complètement juste. Quoi. Voilà, tout à fait. Alors, oui, ou alors, il faut changer vraiment l'affectation du parquet. C'est-à-dire que moi, j'ai une contrainte d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue acoustique, quand j'ai des parquets. Donc, c'est sur un parquet sur l'embourde. Si vous voulez récupérer le maximum de parquets, dans ces cas-là, les parquets à languettes, il faut les démonter, couper les languettes, et il faudrait coller les parquets. Alors justement, moi j'ai une question. Mais là, on rentre dans une autre réglementation sur un marché privé, ce qui est possible. Mais en marché public, ça ne marcherait pas. Enfin, marché public. Sur la réglementation, sur les logements acoustiques. J'ai une question à ce propos qui s'adresse à vous deux. Valentin et puis vous, Hubert. Les matériaux qu'on récupère, est-ce qu'ils s'adaptent convenablement à la nouvelle réglementation? Vous parliez de l'adaptation phonique. Comment on fait en sorte de faire coller ces matériaux de réemploi avec les réglementations actuelles? Vous pouvez aussi intervenir, Maud, parce que j'ai vu un signe de la tête. Il y a un élément de réponse déjà dans le fait que ce que tu disais, le diagnostic n'était pas assez exhaustif. Le diagnostic, c'est quelque chose qu'on fait au fil de l'eau, qu'on affine en suivant les phases du projet. Et effectivement, en fonction des contraintes, la technique et normative qu'on peut avoir en fonction de l'usage du bâtiment, effectivement, peut-être qu'il y a certains matériaux qui, au moment du premier diag, ont été identifiés comme potentiellement réemployables et qui finalement ne vont pas pouvoir être réemployés sur ce projet-là.
Donc là, on va plutôt être dans la réutilisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de détourner l'usage pour éventuellement répondre aussi à un autre besoin dans cette opération ou dans un autre. Donc on va détériorer, entre guillemets, l'usage premier pour lequel a été pensé et conçu le matériau, pour lui donner une seconde vie. Il y a plein d'exemples qui démontrent que la créativité, finalement, elle est assez importante dans cet acte de réemploi. Et que là, sur les 2 exemples qu'on vous a montrés avec Maud, c'est du réemploi. Alors, c'est pas facile, mais c'est du réemploi au sens où là, on détourne pas l'usage. L'ardoise, elle reste ardoise. Les toilettes, les radiateurs, ça reste des radiateurs. Mais ce qui n'est pas ce que nous présentait Clara ou c'est des questions, en tout cas, qu'il faut interroger, et assez vite. Ce qui permet aussi de mettre les différents acteurs autour de la table. Donc là, on en revient sur cet enjeu de la sensibilisation et du temps aussi qui doit être prévu dans les missions pour que chacun puisse traiter la question. Effectivement, moi en tant qu'AMO, des fois, sur le projet, il y a toujours une équipe de maîtrise d'œuvre, mais si l'équipe de maîtrise d'œuvre n'a pas forcément cette mission, ou en tout cas dans son cahier des charges, ne doit pas réfléchir aux objectifs de réemploi, à l'intégration du réemploi, ça va reposer uniquement sur leur bonne volonté et sur leurs convictions. Hubert, oui. Alors moi, je dirais qu'il y a 2 types de projets. Il y a soit on fait du réemploi, vraiment réemploi sur site, c'était l'objectif de cette opération, sans aller chercher en sourcerie en premier, d'accord. Et quand vous faites de la déconstruction, où là, il y a la nécessité d'un diagnostic et de classement des matériaux, ça, c'est une autre démarche. Et en fait, voilà, projet de réhabilitation avec des matériaux existants, et après qu'on peut compléter aussi sur des sourceries. Mais c'est 2 démarches pour moi différentes en tant qu'architecte. Voilà. Et c'est pour ça que des projets de réhabilitation avec un programme en réutilisant le maximum de matériaux qui sont sur site, moi c'est ma démarche, ma philosophie, je préfère. Et c'est un peu différent parce que tout est parallèle entre le diagnostic, la conception, il faut que tout se fasse en même temps, quoi. Maud, vous vouliez, vous avez en tout cas réagi avec la tête. Ouais, c'est pas si quoi. Je suis assez d'accord avec Valentin, il y a la théorie et la pratique. Effectivement, quand on reçoit le PEMD, il y a un tas de trucs qui sont listés et puis on s'aperçoit que oui, récupérer un chemin de câble, c'est facile. Récupérer des ardoises, c'est facile. Récupérer des radiateurs en fonte, ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que vous avez votre BE thermique qui vous explique qu'avec la GTB, ça fonctionne pas parce que c'est pas... Et donc, vous vous battez pendant des semaines pour vous dire si, on fait... Voilà, donc déjà, quand on rentre dans une technique, ça devient des fois un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent pas du tout. Clara l'a évoqué tout à l'heure. Les fenêtres, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des telles normes et des évolutions de normes qui sont tellement importantes qu'à part aller faire des serres pour faire pousser des tomates, aujourd'hui, le réemploi des huisseries, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis, on parlait, là, on évoquait le premier cas, mais le deuxième cas, c'est vraiment une restructuration de bureaux. On a, par exemple, des tas de portes. Aujourd'hui, on n'avait pas prévu, mais on a restructuré un bâtiment. Plus de 1000 m², obligation de réglementation thermique, bâtiment en pierre, donc la seule manière de le faire, isolation par l'intérieur. Donc on s'était posé la question de savoir si on allait découper les cloisons pour isoler. Donc on partait dans quelque chose d'assez compliqué. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait de la colle dans les sols. Donc voilà, il y a de la colle amiantée dans les sols. Donc on s'est dit, bon, là, laisse tomber, c'est plus la peine, s'il faut commencer à désamianter un bout, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a des bâtis qui sont plus courts que les portes, que les ouvrants, parce qu'en fait on était obligé de couper pour enlever la partie qui était en contact avec la colle amiantée, et donc on se retrouve avec des bâtis d'un côté, des portes de l'autre, qu'on ne peut pas réutiliser ensemble, et donc là on se pose la question d'en faire des bureaux par exemple. Voilà, donc d'accord, c'est la créativité, c'est la créativité. Il y a la possibilité de réutiliser, parce que moi je refais faire des bâtis de portes. Alors ce qu'il faut savoir, pour la plupart, oui, parce que les cloisons, ne serait-ce que d'un point de vue acoustique et autres, entre logements. Donc, en fait, pour moi, la porte, c'est vraiment la chose la plus facile à faire. Par contre, c'est vrai que si on fait un bilan, on est à peu près 30% plus cher que si on achète des portes neuves. Parce que refaire des bâtis de portes, réadapter... alors, bon, moi, je vois sur les appels d'offres, on voit sur...
la récupération, globalement, les parquets, c'est le cas parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre. Il faut retravailler, il faut avoir en fait un résultat final. Je vous propose qu'on aborde la question économique dans un instant. Je voudrais juste donner la parole à David Moreno. Vous parliez d'entreprise tout à l'heure. Hubert. David Moreno, vous êtes le dirigeant d'Elergy, une filiale de Vinci, spécialisée dans notamment les radiateurs en fonte, enfin plomberie, ce genre de choses. Les entreprises comme les vôtres, comment vous pratiquez, je dirais, le réemploi? Est-ce que ça fait partie de votre activité en grande quantité ou pas? Alors non, c'est en toute petite quantité. Pour le moment, on a réalisé 2 chantiers publics, donc 2 petits chantiers publics autour de Falaise. Et le reste, c'est des clients privés, essentiellement, chez qui on va proposer donc, des matériaux de radiateurs en fonte. Sur des belles demeures, ça marche assez bien. Les gens sont assez friands. Les sanitaires, quand on les récupère au plateau circulaire, ils sont comme neufs. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les récupérer. Et puis, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise. On se doit. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui faites les propositions aux clients Absolument. Ouais, sur les marches, sur les clients privés, c'est facile, entre guillemets. Il faut que le client accepte, effectivement, vous disiez tout à l'heure, de payer un radiateur peut-être un peu plus cher, un radiateur en fonte qu'un radiateur en acier. Mais il n'a pas la même inertie, il n'a pas le même cachet, et il est réutilisable X fois. Donc il y a tout intérêt à l'utiliser. C'est ça l'intérêt. Mais dans les marchés publics, je vais y venir, je vous vois sourire, aujourd'hui, on n'a pas cette demande. Si vous parlez de variantes qui ne sont pas inscrites encore dans les cahiers des charges, on va être plus cher. Et qu'est-ce qu'on regarde au niveau des notations? Le prix et après le technique. Donc les variantes, elles sont tout de suite exclues. Donc il y a l'aspect volonté, il y a l'aspect prix, et puis il y a l'aspect juridique et assurance. Donc tout ça, il faut que ça s'agglomère pour pouvoir aller dans le sens de la récupération et de la réutilisation. Mais il y a plein d'efforts à faire, je pense. Il y a une volonté politique à avoir aussi. Avant, il y avait le 1% artistique. Et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5% réemploi sur les dossiers, même 9. Je sais que la région a lancé quelques projets dans ce sens sur des réutilisations de radiateurs notamment, sur des marchés neufs, parce que là on parle que de réutilisation sur de l'existant, mais on peut aussi réutiliser des matériaux sur des projets neufs. Alors moi, quand on arrive à Rouen, quand on arrive aussi à Caen, il y a plein de projets immobiliers dans tous les sens. Quelle est la place du réemploi dans ces projets pour une entreprise comme la vôtre? Aujourd'hui, elle n'existe pas. Pourtant, nous, chez Énergie, faisant partie du groupe Vinci Énergie, on a beaucoup de réflexions pour tout ça. La réutilisation de la gaine, la réutilisation des tuyauteries pour leur donner une deuxième vie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça ne marche pas parce que c'est plus cher. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on continue à détruire la planète, ou on met un petit peu d'argent sur la table pour pouvoir améliorer le quotidien de nos futures générations. Vous disiez que le réemploi, ça faisait partie de votre ADN chez Élergie. Comment une filiale de Vinci rentre là-dedans? Chez Vinci, on a un objectif à 2030 à moins 40% de gaz à effet de serre. Chez Énergie, en 2025, on y est déjà. Donc ça, c'est notre scope 1 et scope 2. Donc maintenant, il faut qu'on accompagne nos clients, notre scope 3, à diminuer justement cette production. Ah oui, vous me disiez que vous rouliez à l'huile de friteuse, c'est ça? Alors, nos véhicules roulent avec de l'huile 100% bio, effectivement, et les autres sont électriques. Donc ça, c'est transitoire. On verra pour aller encore vers l'amélioration. Ça, c'est les premiers sujets. Et puis, l'ensemble des salariés de l'entreprise, de la société, a été mis en contact avec le plateau circulaire pour que déjà ils aient une approche quand ils vont déposer quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets à la poubelle ou est-ce que je le ramène à l'atelier pour leur donner au plateau circulaire derrière? Ça va être utilisé par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il faut que ça puisse fonctionner. Alors c'est pas tous les jours, bien évidemment, mais ils se doivent d'avoir cette réflexion pour pouvoir avancer.
Merci beaucoup, David Borrello. On peut vous applaudir. Alors, maintenant, eh bien, on va aborder la question qui fâche, celle des sous, la question économique. Alors, vous pouvez vous lâcher, Hubert, parce que depuis tout à l'heure, vous en parlez. Peut-être, Alexandre, ça coûte vraiment plus cher de faire du réemploi? Alors, ça coûte un peu plus cher. Alors, juste sans parler réemploi, d'abord, des opérations d'acquisition et amélioration coûtent déjà plus cher à la base par rapport à une construction traditionnelle. Nous, on fait la moitié de notre programmation en production de logements, c'est des opérations d'acquisition et amélioration. Donc, on a un retour quand même d'expérience sur ce type d'opération. Donc, on a pu comparer en fait au global, c'est légèrement plus cher en réemploi par rapport à une opération d'acquisition classique. D'accord. Oui, Maud? Alors moi, je serais moins tranchée parce que pour le coup, nous, on n'est pas sur du logement, on est sur des projets qui sont... en fait, j'ai pas un projet standardisé par rapport à un autre. Donc, en fait, globalement, c'est pas si marquant que ça, très honnêtement. On est sur plutôt un gros maître d'ouvrage, donc avec des projets qui sont assez conséquents malgré tout. Et on n'a pas la même standardisation que sur des logements où du coup, il y a quand même une optimisation des prix qui est des fois un petit peu plus facile que sur des projets où voilà, là, je restructure un château, on rénove un projet de bâtiment, et puis de l'autre côté, on a un musée de la nature, quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est pas tellement ça qui fait pencher la balance globale du budget. D'accord. Oui, Hubert. Alors Hubert, vous me disiez que si on comptait le nombre d'heures que vous avez passé là-dessus, c'était pas du tout rentable. Non, pour l'agence, c'est pas vraiment rentable. Bon, c'est aussi, moi, c'est ma passion. C'est vrai que je travaille en réhabilitation depuis des années sur le patrimoine. Non, j'ai perdu le fil. Je voulais simplement faire une remarque, oui, par rapport au réemploi sur le projet. Vous parliez au bout de bâtiments publics, et moi je travaille pour des logements sociaux. Et c'est vrai que là, sur ce projet-là, on aurait bien aimé récupérer tout ce qui était lavabo et autres, aller à la sourcerie, parce qu'il y avait encore des lavabos récupérables. Le souci, c'est que là, on est obligé de respecter les règles d'accessibilité handicapée, sur lesquels on ne pouvait pas récupérer ces lavabos. Donc il y a plein de matériaux comme ça, et je pense aussi, enfin on en avait discuté, c'est qu'il faut qu'on fasse attention sur un office d'HLM où ils ont du maintien derrière. Donc si on a 36 000 sortes de matériaux, de dimensions, de tout ça, je pense que en interne chez vous, enfin je vais vous laisser parler. Mais ça veut dire aussi que la réglementation aussi peut être un frein parfois au réemploi? Alors, la réglementation, elle y est, oui, c'est sûr que de toute façon, on est obligé de le faire depuis toujours en tant qu'architecte. On s'adapte, on trouve des solutions. Mais c'est surtout, là, il y a le côté maintenance. Voilà. Oui, Alexandre. Oui, sur la partie maintenance, effectivement, c'est des enjeux aussi importants derrière, avec nos entreprises qui interviennent, qui, quand il y a un souci, vont prendre des équipements neufs. C'est leur habitude. Alors, on essaye de les inciter à faire du réemploi. À Manche Habitat, la maintenance, le réemploi en maintenance, on en fait depuis des années. On a tout un bâtiment qui nous sert de stockage. On stocke de la tuile, des lavabos, des ballons d'eau chaude, des radiateurs. On a pas mal d'équipements qu'on a récupérés sur des chantiers de réhabilitation et qui nous servent pour du dépannage ponctuel. D'accord. Sur les injonctions contradictoires de la réglementation, Maud? Oui, alors je pense que c'est une réalité dans plein de domaines. Alors là, on parle dans le réemploi, on a parlé beaucoup des huisseries. J'ai envie de dire, on nous incite à faire du réemploi et on sait que c'est très compliqué de remplacer des huisseries. Mais c'est valable dans plein de domaines. Je parlais, là, on est sur un projet de réhabilitation d'un château. On a d'un côté la réglementation des monuments historiques qui nous dit ne touchez pas aux fenêtres du 18e, qui sont absolument magnifiques. Effectivement, elles sont magnifiques. Hein. Et puis, mais par contre, faites en sorte de réduire vos consommations énergétiques de 40%. Et là, j'avoue que même avec la meilleure volonté du monde, on ne sait pas trop bien comment faire. Et puis à côté, moi, j'ai des collègues qui me disent « Ouais, mais moi, je vais y travailler dans le bureau. Donc 13 degrés en hiver, c'est quand même un peu pas terrible. » Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un moment, on prend le choix de la norme qui a des contraintes les plus impactantes pour nous. Et aujourd'hui, les réglementations sur le réemploi sont moins contraignantes que, par exemple, les
les réglementations sur le thermique. Parce que si on ne respecte pas les réglementations sur le thermique, on n'aura pas notre permis, tout bêtement. Quoi. Je veux dire, voilà. Donc on est un tout petit peu pragmatique et des fois on n'a pas le choix que de passer d'un côté ou de l'autre. Et voilà, ça se fait un peu comme ça. Je voudrais qu'on reste sur la question économique. On a parlé du coût. Maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on traite, c'est aussi l'emploi. L'emploi et l'activité économique dans le secteur, avec notamment des acteurs du réemploi. Et je vais demander à ce qu'on donne le micro à Frédéric Adam. Ah, mes hommages, Frédéric. Le plateau circulaire. Alors, comment est-ce qu'il est né, le plateau circulaire? Il est situé à Colombelles, près de Caen. À Grenteville, mais à Grenteville, d'accord, tout va bien. J'ai un problème de géographie, mais à Grenteville, toujours dans la région de Caen. Et alors, comment s'est né ce plateau circulaire? Pourquoi vous avez eu l'idée de le créer? Eh bien, c'est une bonne question et c'est très intéressant de se retrouver aujourd'hui avec Maud notamment, puisque cette aventure du plateau circulaire, elle est née un peu autour d'une table avec Maud et Valentin. L'objectif, c'était de faciliter le réemploi. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, en 2019 et quelques, autour du chantier de la Grande Halle de Colombelles, on a expérimenté, et c'était pas facile. Il y a eu pas mal de coûts sur ce chantier. Et puis ensuite, on a accompagné le département pour aller plus loin. Et on a pas mal mesuré les sujets qui viennent d'être évoqués là, donc la logistique entre les chantiers, la dépose des matériaux, c'est technique, le coût, les normes, la garantie. Et le plateau circulaire, c'est la solution à tout ça. C'est une plateforme qui stocke les matériaux, qui les dépose et qui les remet en état. Et donc, on est assez fiers d'être en fait, la seule entreprise française qui est capable d'intervenir sur une dizaine de matériaux et de garantir et d'assurer ces matériaux. Donc, grosso modo, voilà. Ça c'est le principe. Maintenant, est-ce qu'on fait suffisamment appel à vous? Ah, alors, c'est une excellente question. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, donc, effectivement, après ces premiers chantiers expérimentaux, on a dimensionné cette plateforme. On a dimensionné techniquement, on s'est dit comment on va faire pour garantir les matériaux, comment on va faire pour que ce soit facile, etc. Donc c'était tout un sujet d'ingénierie. Et puis en termes de volume, on s'est dit sur quoi on part. Et là, on avait des données assez précises puisqu'on venait juste de mesurer les flux de réemploi de 2 gros maîtres d'ouvrage du Calvados. Et donc, c'était assez facile de trouver ce dimensionnement. Et on est resté assez prudent. Et figurez-vous qu'au bout on attaque le 4e exercice comptable cette année, cette plateforme ne tourne qu'à 20% de ses capacités. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, on a pu entendre Clara tout à l'heure qui disait que le réemploi, et puis aussi monsieur de la Bâtie, qui disait que le réemploi était aussi vecteur quelque part d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut confirmer comment vous voyez la chose, vous? Oui, bien sûr. Le principe de base, c'est qu'à la place d'importer des matériaux qui sont fabriqués qui sont pas souvent fabriqués en France et à partir de matières premières qui sont extraites en général en dehors d'Europe, eh bien, cette valeur-là, on la remplace par du travail sur les matériaux qui sont en local, en fait. Alors, on peut définir le local de manière différente, mais au pire régional. Et donc, la dépose, c'est forcément local. Et le reconditionnement, pareil aussi. En fait, on va pas s'amuser à envoyer nos matériaux en Chine. Ça coûterait sûrement moins cher. Voilà, donc c'est mécanique, en fait. À partir du moment où on fait du réemploi, toute cette valeur qu'on ne met pas dans la matière neuve, on la met dans du temps. Voilà, et c'est du local. D'accord. Est-ce que c'est économiquement, pour une entreprise comme la vôtre, intéressant, viable? Vous dites que vous fonctionnez qu'à 20% de vos capacités. En termes économiques? Alors, non. Effectivement, la difficulté du modèle économique des plateformes, c'est que il faut mettre en place un outil qui sera rentable à partir d'un certain nombre de flux. Et pour l'instant, on ne l'a pas atteint. Donc ça, c'est un sujet. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les matériaux qui sortent de cette plateforme, quand on les compare à qualité égale avec le neuf, on arrive à être moins cher. Tout le temps. Tout le temps. Quand on compare
avec Avec le à neuf. qualité égale. Ça, c'est très important. Donc, d'un point de vue économique, on peut régler pas mal de sujets quand même. Alors, je vais vous demander d'entrer dans la peau d'un personnage cher à mon cœur, Martin Luther King, et de faire un rêve. Ça serait quoi votre rêve à vous? Alors, le rêve qu'on a depuis le début du plateau circulaire, c'est qu'un jour, on n'en ait plus besoin du plateau circulaire et que le réemploi devienne quelque chose de normal pour tout le monde et que ce soit la base, quoi. Voilà. Mais donc ça, c'est un rêve assez lointain, si vous voulez. Le rêve un peu plus proche, ce serait qu'effectivement, on ait cette plateforme qui soit, en fait, qui réponde pleinement à sa raison d'être, c'est-à-dire d'être un outil au service des acteurs du territoire. Très bien. Merci beaucoup. On peut Merci. vous applaudir. Alors, les avantages du réemploi, on l'a compris, gestion des déchets, dimension environnementale, hein, c'est-à-dire que le bilan carbone est impacté positivement. Des emplois qui reviennent sur le territoire aussi. Donc il y a une série d'intérêts. Maintenant, quels sont les freins que vous notez Alors, on a parlé beaucoup de normatifs, d'assurance. C'est une vraie question. Il y a des matériaux sur lesquels on ne se lance pas pour des problématiques d'assurance. Quel type de matériaux, par exemple? Alors déjà, tout ce qui vient impacter quand même la structure, on est des fois un petit peu plus frileux, ou tout ce qui impacte la sécurité. Voilà. Je sais que techniquement, c'est possible d'envoyer des portes coupe-feu pour refaire le PV, etc. Mais là, c'est une porte plaquée or qui vous revient et que très honnêtement, du coup, vous faites du neuf. Voilà, faut être aussi des fois un peu basique. Il y a des choses, tout ce qui est un peu en intérieur, c'est plus simple. C'est vrai qu'on y va plus facilement. Et puis, alors pour se regarder, parce qu'on est loin d'être parfait, chez nous, ça n'a pas toujours été facile. Je veux dire, en interne des équipes, on disait qu'on avait des BET ou des archis qui n'étaient pas toujours motivés. Nos propres équipes ne le sont pas toujours non plus parce que ça perturbe nos habitudes. Donc, il a fallu un peu bouger un peu tout ça. Et puis, sur les futurs usagers, il y a aussi des fois des acceptabilités qui sont relatives. Alors, je ne veux pas faire dans la caricature, mais c'est un peu le retour d'expérience que nous, on en a. Quand vous livrez un centre technique, j'ai envie de dire, ils n'ont pas tellement d'avis pour savoir si c'est sanitaire de réemploi ou pas, quoi. Je veux dire, à partir du moment où ça fonctionne, ça ne pose pas tellement de questions. Quand on livre un bâtiment à vocation sociale, eh bien, c'est des sujets qui sont plus difficiles, à la fois pour les agents qui y travaillent, parce que peut-être c'est plus important pour eux, et puis dans le cadre du public qu'on reçoit aussi. Voilà, donc il y a des métiers sur lesquels cette question du réemploi elle est plus ou moins acceptée, en tout cas chez nous. Ok. Donc les sanitaires ne sont pas appréciés en réemploi. Moi j'ai eu des remarques en disant nous on n'a pas le droit à du neuf. On travaille dans le social, donc on a le droit à des trucs de récup. D'accord. Voilà. Alexandre. Ouais, j'allais dire à peu près la même chose. Effectivement, les équipes en interne, il faut leur faire adhérer à cette philosophie de réemploi. Je le vois bien, j'ai encore échangé hier avec eux, c'est compliqué pour certains de dire voilà, il faut réutiliser des matériaux anciens. Alors, ils y adhèrent au fur et à mesure. Les équipes qui s'occupent de la maintenance, c'est plus compliqué. Et effectivement, l'image du réemploi des matériaux anciens. Alors, on a fait le choix, nous, sur un bâtiment ancien, de le faire parce que ça s'y prête bien, ça s'intègre bien dans le bâtiment existant. Sur des logements neufs, je pense qu'on aurait un peu plus de mal à le faire accepter déjà certains en interne, et pour nos futurs locataires, voilà, c'est du logement HLM, ils nous mettent des vieux matériaux. Et voilà, c'est un peu stéréotype, mais voilà, ça peut être un peu plus compliqué à faire accepter. Ouais. Ça pourrait être stylisé aussi, enfin bon. Oui. Un autre frein que j'ai noté en discutant avec vous, c'était aussi le stockage de ces matériaux. C'est là qu'intervient le plateau circulaire. Quelle relation vous entretenez avec le plateau circulaire, justement? Charmante. Non, en tout cas, c'est devenu pour nous un réflexe.
C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, ou la première, c'est ouais, on ira voir le plateau circulaire. Non, il y a une vraie question de stockage. Alors, quand on décide de réutiliser sur nos propres chantiers, mais malgré tout, entre-temps, il faut bien les stocker quelque part, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas les laisser. Là, le chantier dont on a parlé, il est en plein centre-ville de Caen, en face de la préfecture. Autant vous dire qu'on a 0 zone de stockage. Donc, coup de chance, on avait un hangar qui a pu servir. Et Valentin a passé beaucoup de temps avec Luc, le chargé de projet chez moi, pour voir comment on stockait, quelles conditions, etc. Et puis, par contre, s'il nous est arrivé, alors je ne sais plus sur quel projet c'était, où on avait repéré un gisement qui venait de l'extérieur. Et en fait, le temps qu'on arrive au moment où on a eu besoin, ils se sont fait cambrioler. Et en fait, ils se sont fait dépouiller le bâtiment qui était vacant. Et on s'est fait voler, entre guillemets, le gisement qu'on était censé récupérer. Donc, cette sécurité du gisement, c'est un vrai questionnement, en fait. Alors, la sécurité, la sécurité aussi des bâtiments, vous en parliez, ça se pose la question des assurances. Et donc, Xavier, c'est à vous, Xavier Guyot, c'est vers vous que je vais me tourner. Vous êtes donc de la SMA BTP, assureur. Oui, Est-ce qu'on peut tout assurer quand on fait du réemploi ? Alors déjà, je voulais dire que la SMA BTP est très engagée sur le domaine du réemploi parce que on pense que ça va être l'avenir pour nos sociétaires. Ça fait vraiment partie de leur avenir. Donc on sait que ils vont être de plus en plus amenés à faire usage de produits de réemploi. Ne serait-ce que pour respecter les réglementations aussi environnementales, les changements de seuil, par exemple, en impact carbone. Donc ça va être une solution vraiment très importante pour ça. Alors après, nous, ce qu'on fait, c'est en assurance, on demande aux entreprises donc qui vont faire du réemploi de déclarer aux entreprises et aux maîtres d'ouvrage aussi, de déclarer les chantiers spécifiquement où ils font du réemploi. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, classiquement, une entreprise de construction, elle est assurée en abonnement pour une activité et pour faire des travaux, ce qu'on appelle technique courante. Donc, pour simplifier, c'est ce qui répond c'est ce qui va relever des DTU, quoi. Or, malheureusement, ces DTU, même les plus récents, ils ne traitent pas de la partie justement déconstruction, reconditionnement, stockage, et ils font référence à des matériaux de construction normalisés, et souvent des normes européennes qui sont assez souvent récentes. Voilà. Donc c'est ce qui fait que le réemploi n'est pas visé dans les règles DTU de manière générale. Alors je cite quand même une exception. Je vais préciser DTU au cas où il y aurait des gens qui ne parlent pas la même langue que vous, comme moi. C'est les directives techniques unifiées. Documents techniques unifiés. Voilà. Et alors, il y a une exception, il est sorti l'an dernier, donc les règles professionnelles pour le réemploi des structures en acier. Donc ça c'est classé en technique courante, puisque dans ce texte donc, qui a été rédigé l'an dernier par le CTICM, c'est le syndicat des métalliers, donc ils décrivent précisément les méthodes de déconstruction, de reconditionnement, etc. Et donc quand on a des matériaux comme ça qui sont stockés et qui sont pillés, l'assurance rentre en... Ah, qui sont pillés, alors là, après, il faut voir sur les contrats, mais là on est sur un cas un peu différent. Moi, je peux vous parler éventuellement effectivement de la décennale. Donc, en revanche, la décennale, elle rentre, elle fonctionne très bien. Oui, alors il faut, si ce n'est qu'il faut déclarer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut que les entreprises déclarent spécifiquement les matériaux qui seront réemployés. Alors, ce qu'on aime bien aussi, c'est quand même avoir l'environnement du chantier, connaître, on va dire, le mode de traçabilité des matériaux, le mode de qualification du matériau, savoir si les méthodes qui permettent de viser l'aptitude au réemploi dans le nouvel ouvrage. Et puis,
montrer que, par exemple, le maître d'œuvre a de l'expérience dans le réemploi, l'entreprise aussi. Enfin, le savoir-faire, c'est important, c'est quelque chose d'important. La présence aussi d'un AMO spécialisé dans le réemploi ou de contrôleur technique, alors c'est hors du cadre de la loi Spinetta, mais il propose des missions spécifiques réemploi. Donc voilà, c'est des choses qui sont prises en compte. Voilà, mais nous, on est derrière nos sociétaires parce que c'est le réemploi, ça va être quand même leur avenir. Merci beaucoup. Voilà. On peut vous applaudir également. Eh bien, maintenant, c'est à vous de jouer. Il y a un micro qui est là. Je peux vous transmettre aussi le mien. N'hésitez pas à poser des questions. Suivez l'exemple de votre prénom. Frédéric. Frédéric. Merci Frédéric, allez-y. Je voulais en fait apporter un témoignage parce qu'on a pas mal parlé du coût et à chaque fois on disait le réemploi ça va coûter plus cher, sauf un témoignage où ça semblait pas systématique. Je voulais juste apporter, c'est pas une question du coup là, c'est juste un témoignage sur les deux projets qui remontent à il y a 7 ans. Enfin systématiquement à l'agence on fait que ça, que du réemploi et on en fait de plus en plus. Et je peux témoigner que le réemploi c'est pas plus cher. Évidemment ça dépend ce qu'on fait, avec qui, pourquoi, comment. Et on peut très bien décider de faire du réemploi, que ça coûte moins cher que du neuf, c'est possible, ça dépend ce qu'on va réemployer en fait. Il n'y a pas de règle à ce sujet-là. Voilà, c'est tout. Merci. Je peux préciser, je vous donne le micro, hein, vous pouvez le prendre. Je peux préciser aussi que pour tout ce qui est financement par des éco-organismes, il y a Élodie et Marianne qui sont présentes. Levez la main, Élodie, Marianne, voilà, que vous pourrez rencontrer tout à l'heure si vous le souhaitez. Allez-y. Oui, je voulais poser une question à Monsieur Guyot. Je voulais savoir s'il y avait un retour justement sur le fait que vous assuriez le réemploi. Ça vient de quoi? D'une étude qui a été faite sur les dernières années où vous avez déjà des projets qui intégraient du réemploi? Vous avez pu constater qu'il n'y avait pas de problème particulier? Alors oui, je peux effectivement vous dire ce qu'on m'a remonté comme information de ma direction à Paris. Bon. En fait, on identifie précisément les chantiers où il y a du réemploi depuis quelques années. Donc on n'a pas énormément de retours, même si effectivement, avant, on sait tous très bien qu'il y avait pas mal d'artisans couvreurs qui faisaient du réemploi de tuiles, mais voilà, c'est identifié depuis quelques années. Alors bien sûr, sous réserve que on ne sait pas le nombre de chantiers, mais sous réserve que tout le monde déclare les chantiers où il y a du réemploi. Et ce qu'on a pu me dire, c'est que voilà, il n'y a pas de sursinistralité sur le réemploi. En tout cas, ça n'a pas été constaté. Alors, bien sûr, voilà, c'est un délai décennal, hein, voilà, donc c'est 10 ans. Là, c'est 3 ans, c'est le tout début. Mais visiblement, voilà, il n'y a pas d'inquiétude particulière là-dessus. Voilà, et voilà, et même si vous voulez, si on isole la partie chantier réemploi et qu'on regarde l'origine du sinistre, est-ce que c'est un défaut de matériaux ou est-ce que c'est un défaut d'exécution ou est-ce que c'est un défaut de conception? Finalement, il n'y a pas de surreprésentation non plus du défaut du matériau sur la partie chantier avec réemploi. Oui, quand on regarde les matériaux... Il y a encore beaucoup de défauts d'exécution dans les stats. Quand on voit les matériaux apportés par Frédéric Adam, là, ils sont plutôt corrects, quoi. Enfin, moi, je les vois plutôt très sympathiques, même. Donc, j'imagine que ça fonctionne très bien dans des appartements où... oui, bien sûr. Parce que j'ai du mal à voir pourquoi les gens on rechigne à avoir ça chez eux. Enfin bon, c'est pas grave. Une autre question? Bonjour, Laurie Delacour du CIE 76. Ma question est toujours pour SMA BTP. En tant que représentant des assurances, c'est quand même un gros point. Vous avez bien fait de venir, voilà. Xavier. Et elle sera aussi pour tout ce qui est contrôleur technique, s'il y en a dans la salle. Parce que je me pose la question, est-ce que pour ceux qui déclarent justement que leur chantier est en réemploi ou que leur projet est en réemploi, ça entraîne un surcoût ou pas? Et quand vous parlez du fait que finalement, vous demandez à ce qu'il y ait une expérience de l'entreprise, de l'architecte,
bon, qui soit accompagné par un AMO, ça, ok. Est-ce que ça ne bloque pas finalement ceux qui se lancent? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'un architecte se soit juste formé est suffisant comme expérience, ou est-ce qu'il faut déjà qu'il ait encadré ce type de chantier? Parce qu'à un moment donné, si on veut que la pratique se démocratise, pardon, il va quand même falloir accepter qu'il y a un début, quoi. Et donc, une entreprise qui n'en a jamais fait, il faut qu'elle commence à en faire. Un architecte qui n'en a jamais fait, il faut aussi qu'il commence à en faire, parce que sinon, on va vite tourner avec les acteurs habituels. Après, là, c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué le cas de formation sur le réemploi. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est formé sur le réemploi, même s'il n'en a pas beaucoup fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important. Donc il y a pas mal de choses qui sont prises en compte, mais de manière générale, je ne pense pas qu'il y ait souvent de surcoût. Après, effectivement, il y a sûrement des contextes qui font qu'il peut y avoir un surcoût parce que c'est des familles. Il y a quand même des familles. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des familles qui sont plus ou moins faciles à réemployer. Voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Mais actuellement, je pense que quand même les maîtres d'ouvrage restent assez raisonnables sur ce qu'ils font en réemploi. Donc, je ne pense pas que ça occasionne de surcoût. Je peux juste confirmer, effectivement, nous, pour notre chantier à 40 ans, on est parti que sur des matériaux de seconde œuvre. Et donc, la SMA BTP est notre assureur. Et quand on les a sollicités pour le réemploi, il n'y a pas eu de surprime. Et je vais avoir une deuxième question, cette fois pour les maîtres d'ouvrage, parce qu'on a eu des retours de certains architectes sur leur rémunération, sur l'engagement sur ce type de projet qui est quand même différent, qui demande aussi de changer les pratiques. Donc c'est aussi un engagement financier. Est-ce que, en tant que maître d'ouvrage, quand vous demandez du coup cette nouvelle pratique, vous faites un effort entre guillemets sur la rémunération des honoraires du maître d'œuvre et de l'architecte? Parce qu'on parle beaucoup de remettre l'humain, et finalement c'est du temps de conception, de préparation, de suivi en plus dans les missions de l'architecte. Et du coup, est-ce que ça c'est valorisé? Parce que ça peut aussi être un élément. Alors là, pour le coup, moi je vais faire une réponse qui est assez basique, parce que étant soumis à la commande publique, c'est qu'une question d'offre. Donc finalement, c'est les archis qui ont la réponse à votre question. Je ne fais qu'analyser ce qu'on nous remet. Donc il y a un moment, si l'ensemble le valorise, il y a un moment, on va le prendre en compte globalement. Si certains le valorisent, d'autres non, on va effectivement se retrouver avec des offres qui vont être peut-être en distorsion et sur lesquelles nous, on n'aura pas obligatoirement la vue de d'où vient cette distorsion, parce que malgré tout, même s'ils prennent un peu de temps complémentaire, c'est pas ça qui se... Voilà, je pense que ça se voit pas sur une offre. Si ça prend 15%, je vous assure que pour le coup, on n'ira pas plus loin. Mais voilà, donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plutôt une question de complexité globale. Et ça fait partie d'un élément que je pense les cabinets d'architectes rentrent dans leur projection. Peut-être Alexandre, vous avez envie d'intervenir là, sur les maîtres d'œuvre? Non, c'est pareil, on est soumis à la commande publique, donc effectivement, c'est les honneurs. Alors, le temps passé est beaucoup plus conséquent. Ouais. Sur le réemploi, on échangeait encore hier avec un cabinet d'architectes sur des projets en construction RE 2020 avec le nouveau seuil 2025. Effectivement, c'est beaucoup plus de temps à passer dans les études pour intégrer, avec les études ACV, et intégrer potentiellement des matériaux de réemploi. Donc, c'est la partie étude qui est plus conséquente, et je pense qu'effectivement ça va se ressentir sur les honoraires dans les prochains dossiers, parce qu'effectivement on est au démarrage, on va dire, du réemploi, et sur les prochaines opérations, je pense qu'on aura beaucoup plus de retours. D'accord. Maud a fait la passe aux architectes, donc forcément Hubert et Muriel, je vais vous demander de réagir. Muriel, allez-y. Muriel Loriot. Sur les honoraires, je crois que il y a pas, aujourd'hui, on ne valorise pas notre réponse par rapport à cette démarche. Je vais être bien claire. Il y a des lignes qui apparaissent, pas toujours. Non, effectivement, je pourrais aussi, moi, passer moins de temps sur mes projets, comme cela, et calculer mes nombres d'heures, en me disant, je fais un équilibre avec mon nombre d'heures et le travail. Après, ça, c'est une passion aussi. Mais quand même, globalement, les maîtres d'ouvrage ne valorisent pas ce travail.
ne valorise pas ce travail parce que si vous voulez vraiment faire du réemploi, il faut déjà que vous alliez, ça dépend si c'est du neuf ou si c'est de l'AREA, et il faut aller voir les sourceries, il faut aller voir les choses, il faut réfléchir sur un projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est en fonction des matériaux que vous avez que vous pouvez faire du réemploi ou pas, mais ça veut dire que ça modifie votre projet. Enfin, on a bien eu l'exemple de la Consart, je ne sais plus si elle est là. Voilà, donc, et c'est pas valorisé, à part exceptionnellement, je pense, comme des projets qui sont des projets phares où on ne regarde pas trop les honoraires, quoi. Bon, je voulais également apporter un témoignage là-dessus, puisque notre activité, on ne fait que ça depuis 7 ans. Quelle est votre activité, racontez? Donc c'est Agence Archipel Zéro, on fait que du réemploi, enfin, et de plus en plus. Et en fait, on propose des missions complémentaires à la mission de base habituelle, que ce soit en marché public ou en marché privé. On propose des missions complémentaires de sourcing, de caractérisation, d'accompagnement, éventuellement de diagnostic ressources en amont. Et ensuite, pendant le chantier, c'est également plus de travail. Par contre, effectivement, quand on dit pas plus de 15%, ou je sais pas, effectivement, je dirais en moyenne, c'est difficile à chiffrer, mais je dirais que c'est au moins 30 ou 40% de plus de travail pour l'architecte quand vraiment c'est une opération en réemploi de A à Z, et on va dire pour accompagner. Et voilà, on n'a jamais eu plus 40% en mission complémentaire. Donc il y a évidemment une part d'engagement, une part on va dire un peu de militantisme, voilà. Mais sinon, bien sûr qu'on peut faire des missions complémentaires, y compris en marché public. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Je me permets d'intervenir. Donc déjà aussi pour faire la passe décisive pour l'atelier de cet après-midi, parce qu'il y en a un qui est dédié justement, on a bien identifié que c'est un sujet pour les architectes de s'y retrouver, de chiffrer, d'être valorisés dans leur action. Donc évidemment, c'est pas juste l'architecte tout seul ou le BE réemploi du groupement d'architectes qui bosse sur les réemplois. Quand on travaille sur le réemploi, il y a les économistes, il y a tous les bureaux d'études techniques qui doivent aussi mettre la main à la pâte. Et donc ça, faut le chiffrer, faut l'anticiper pour derrière le coordonner. Et donc c'est des surcoûts, du temps de travail qu'il faut chiffrer, qu'il faut identifier. Et donc sur lequel derrière, après, c'est aller chercher les subventions aussi pour aller compenser ces surcoûts-là